Mon invité du jour est chef étoilé à Nice. Son restaurant s'appelle l'Aphrodite, boulevard du Bouchage. Il a plein de choses à nous raconter aujourd'hui. David Faure, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors on va signaler tout de suite qu'en deuxième partie, vous serez accompagné de Noël Cornu, avec qui vous nous présenterez ce concept de love cooking. Et puis on parlera aussi d'un terrain que vous venez d'obtenir en plein cœur de Nice pour faire du bio, tout simplement. Et c'est assez exceptionnel. Alors avant qu'on en arrive à là, on va parler de votre actualité, puisque tout à l'heure, vous allez prendre un avion direction le Japon. Vous avez été invité à fêter le 15e anniversaire du Ritz-Carlton à Osaka, un des plus grands restaurants du Japon, et vous êtes le seul chef français. Quel honneur! C'est effectivement un honneur, une chance et une aubaine. J'ai été invité principalement parce qu'il y a plusieurs restaurants dans le Ritz-Carlton, et il y a deux restaurants étoilés au sein de cet hôtel, et il s'avère qu'un des chefs étoilés était un de mes anciens seconds à Nice. Alors donc l'échange c'est fait comme ça? C'est fait tout à fait comme ça, oui, il a eu envie de mettre à l'honneur ce qu'il avait vu avec moi quand on était sur Nice. Et puis je pense que c'est aussi un petit peu la suite logique de tout ce qui est un peu en train de se passer en ce moment pour Aphrodite et moi-même. Alors avant qu'on parle du restaurant, le Ritz-Carlton c'est une référence au Japon. On voit là en ce moment quelques photos qui passent sur vos écrans pour découvrir l'ambiance de cet hôtel. Comment vous vivez finalement cet honneur qui vous est fait, et puis le fait d'aller aussi cuisiner pour des gens d'une autre culture finalement? Alors c'est des gens d'une autre culture, mais ils adorent déjà la cuisine française. On le voit à travers que ce soit les Japonais ou d'autres peuples asiatiques, le taux de fréquentation qu'on a au sein d'Aphrodite. Il y a effectivement au départ il y a une fierté d'être invité pour participer à cet événement, parce qu'en plus on va être le seul établissement avec une étoile Michelin. Il y a un chef japonais 3 étoiles Michelin, un chef espagnol 2 étoiles Michelin, il y a des chefs qui viennent de Hong Kong. Enfin je veux dire, ça va être quand même assez important comme manifestation. Et puis après il y a le stress des menus à mettre en place, parce que c'est des menus à 9 plats, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. On part pas avec notre équipe, on va travailler avec les équipes sur place, donc on sait pas trop comment ça va se passer. Il y a aussi les produits, des produits qu'on peut pas avoir sur place. Vous avez eu l'honnêteté de nous dire, ben voilà, ça on peut avoir, mais au niveau qualité, ce sera pas terrible, donc on va faire venir de France. Voilà, il y a toute une logistique. On est sur un déjeuner, 2 dîners. Il y a un dîner avec Dom Pérignon où on en accorde sur chaque millésime de champagne, et il y a également un dîner de gala où chaque chef invité va faire un plat pour 200 personnes. On va tous travailler ensemble de concert. Vous y allez combien de temps alors du coup? On part 10 jours. 10 jours, avec évidemment chaque jour de la préparation, des repérages, et puis de la cuisine. Il va y avoir déjà beaucoup de mise en place. C'est pas comme au restaurant où il y a une rotation de mise en place. Là, on part de zéro. Il y a tout à faire. Vous savez ce que vous allez cuisiner déjà? Oui, ça y est, le menu est établi, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce qui a fait une partie de votre renommée à Nice? Non, la cuisine moléculaire. On aurait pu travailler sur certaines techniques de cuisine moléculaire. Là où on s'est plus fait remarquer, nous, c'est le travail à l'azote liquide, bien évidemment. Et il s'avère qu'au Ritz-Carlton à Osaka, l'azote liquide pour eux c'était voilà, tout ce qui est gaz, voilà, c'est pas trop bienvenu pour l'instant. Donc vous allez être un peu plus classique. On s'est collé aussi, plus classique, on s'est collé aussi à la demande des marques de champagne par rapport aux accords des produits qu'ils voulaient. Et puis effectivement, dans les nombreux échanges que j'ai pu avoir avec le chef sur place, ce que sa clientèle vient découvrir, c'est une cuisine relativement classique. Donc on a peaufiné sur les techniques, sur le goût des produits, les textures, sur le visuel. On a essayé de faire des petits bijoux. On va goûter à la cuisine française au Japon. Vous allez jouer là-dessus ou... Ah oui, bien sûr, oui, voilà. tout à fait. De toute façon, pour nous, en dehors de l'honneur d'être invité, de participer, c'est aussi une promotion. Il va y avoir des déjeuners, des dîners de presse. Donc on va mettre en valeur, c'est vrai que depuis quelque temps, on entend parler un peu de la perte de vitesse de la gastronomie française, ce qui quelque part est ça c'est une erreur. C'est une hérésie. Donc on y va aussi pour prouver que non, on est là et on peut compter sur nous, il n'y a pas de souci, et on va tenir le niveau. Alors 10 jours, qui va s'occuper des cuisines de l'Aphrodite? Alors il y a une équipe en place, il y a un second, il y a des chefs de partie, tout est verrouillé avant, bien évidemment, et puis il y a une petite réunion avant départ. De toute manière, si on sent qu'il y a un coup de faiblesse, on limite le nombre de couverts pour assumer la qualité. Vous étiez venu il y a quelques temps maintenant, hein, c'est une époque ancienne sur ce plateau, pour nous présenter votre menu Révolution, avec donc cette fameuse cuisine à l'azote liquide, aussi beaucoup basée sur les trompe-l'œil, avec donc des desserts qui ressemblaient à des omelettes, enfin à des œufs plats, c'était à l'époque. Aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que vous avez fait évoluer ce menu? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu un gros succès
succès. Je veux dire, les gens venaient dans ce restaurant pour ça. Aujourd'hui, on en est où de toute cette cuisine? Ce menu continue à très très bien marcher, malgré ce qu'on peut entendre de temps en temps, comme quoi la dite cuisine moléculaire serait morte. En fait, non, c'était un point de départ qui nous a ouvert d'autres horizons. Donc ce menu continue de fonctionner. J'ai toujours un gros taux de fréquentation de personnes qui viennent pour découvrir. Mais en même temps, je pense comme tout chef de cuisine, je continue d'évoluer. Et c'est vrai que je suis parti sur d'autres terrains culinaires, sur une autre vision qui correspond aussi à une évolution de ma vie C'est-à-dire propre. Je vais continuer à travailler sur les trompe-l'œil, mais moins sur les concepts des techniques de la cuisine moléculaire, avec un autre regard où on va essayer plus de transposer la nature dans l'assiette. Donc en rapport aussi avec ce dont on va parler en seconde partie, avec ce jardin bio que vous allez ouvrir. Vous avez conservé votre étoile oui. Au mois de mars, ça c'est une très bonne nouvelle. Chaque année c'est un petit peu le stress. C'était prévu, vous aviez envie réellement de la garder ou ça a été une surprise? Il y a une évidence, quand on a gagné cette étoile au Michelin, parce qu'on l'a gagnée véritablement, c'est des années de travail, c'est des équipes. Parce que le plus dur c'est de les conserver après. C'est de les conserver effectivement, et quand on a eu cette étoile Michelin, à l'époque on n'en avait pas besoin, le restaurant tournait très très bien. Par contre, si on perd cette étoile Michelin, ça peut être très préjudiciable. Ça peut être de l'ordre de 30% de chiffre d'affaires de perdu. Ah oui, carrément. Voilà, tout à fait. Donc ça peut être très dangereux pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça incombe comme obligation d'avoir une étoile? Est-ce qu'on est obligé de... L'obligation est toujours la même que celle qu'on avait avant d'avoir l'étoile, ouais. Puisque notre objectif c'est de faire de la qualité et de se faire plaisir, à donner du plaisir à nos clients. Sauf que là, on sait qu'au quotidien, on a le coup près au-dessus de la tête. On va laisser passer la météo, David. On va regarder le temps qu'il va faire toute cette journée sur Nice. Non, malheureusement, on n'a pas la météo d'Osaka, mais je pense que si vous passez un petit coup de fil là pendant la météo, vous devriez trouver le temps qu'il va faire quand vous allez décoller tout à l'heure de Nice. Et puis Noël Cornu va nous rejoindre et vous allez nous présenter le Love Cooking. À tout de suite. Retour sur le plateau de la matinale en ce mardi matin. Justement, Noël Cornu nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Oui, alors, vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé avec David sur ce concept de Love Cooking. Il va falloir d'abord nous expliquer bien sûr ce qu'est le Love Cooking et je ne crois pas rentrer trop dans votre vie privée en révélant qu'il y a une histoire d'amour derrière tout ça. Qu'est-ce que c'est le Love Cooking? Alors comme l'indique son nom, effectivement c'est un concept qui découle de notre rencontre avec David. Moi j'étais passionnée de cuisine mais je travaillais dans la finance et voilà, rien à voir du tout et cette belle rencontre avec David et de cette rencontre a découlé une invitation aux Étoiles de Mougins à Casablanca. Une petite imposture, je me suis fait passer pour chef et lui pour mon commis et c'est parti de là. Voilà, on a créé le buzz et en fait de là est sorti le concept Love Cooking. Qui est? Alors expliquez-nous parce que on a envie de savoir. Alors suite à cette petite imposture à Casablanca, où donc pendant 3 jours tout le monde y a cru vraiment, c'était Noël le chef et moi le commis de cuisine. On a eu donc au départ on partait faire des démonstrations gastronomiques pour faire la promotion de la cuisine française et on a eu des demandes de marché sur place. Où là c'était plus pour la démo mais c'était pour participer. On a été demandé pour faire l'inauguration du plus grand mall d'Afrique à Casablanca. On était en charge de tout le carré VIP et lors de différentes rencontres avec les gens qui nous avaient demandé, Noël leur a demandé mais pourquoi nous, parce qu'il y avait plein de chefs à ces démonstrations. Il y avait d'autres étoiles Michelin, il y avait des MOF et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'effectivement dans la restauration il existe des couples mais qui l'homme bien souvent en cuisine, la femme en salle, de temps en temps dans l'autre sens, mais des gens qui cuisinent ensemble comme on le fait nous et qui en plus vont faire du sérieux sans se prendre au sérieux et délirer et faire ressortir une énergie ils n'avaient jamais vu et c'est ce qui les intéressait. Alors c'est ça, c'est-à-dire que Love Cooking finalement c'est une entreprise qui a été créée et qui a pour objectif de cuisiner in situ. Voilà, tout à fait. En fait, on cuisine devant public, tous les deux, en couple, un peu décalé. Ça correspond vraiment à nos personnalités. Et voilà, dans différentes situations, dans différents lieux dans le monde. Et puis alors, ce qui est super avec ça, c'est que finalement, on sort un peu du cadre du restaurant. Alors, on peut tout à fait imaginer plein de choses. Donc là, c'était dans le cadre d'une inauguration, mais on peut un mariage, je sais pas moi, une communion. Enfin, il y a plein d'univers qui
s'ouvre à vous maintenant avec ce système-là. C'est génial. Ah oui, on multiplie les contacts, on multiplie les opportunités, les lieux, les personnes qu'on rencontre et on s'adapte et c'est super intéressant. C'est une vraie aventure humaine, amoureuse et puis culinaire. Voilà. Vous jouez sur le côté glamour aussi, hein, David. Enfin, le côté glamour, en tout cas le côté couple. Alors voilà, il y a plein de choses qui se passent de par la complicité qu'on a. Effectivement, les gens décèlent à travers nos regards, à travers certaines actions qu'effectivement il se passe quelque chose. C'est ce qui plaît beaucoup aussi. On travaille et on cultive aussi bien évidemment le côté chic et le côté choc. Je vous laisse deviner qui est qui. et ce contraste plaît aussi énormément beaucoup. Et même quand on fait des démonstrations ou des cocktails où nous on a l'impression d'être tout à fait normal, on se dit voilà, dans ce cadre-là on va pas trop bouger, il en ressort toujours quelque chose. Alors un mot sur ce que vous venez de créer. J'imagine que vous n'êtes pas non plus tout à fait étrangère à cela. C'est ce grand jardin de 300 mètres carrés qui va trouver sa place au milieu de la ville de Nice, où vous allez faire du bio. Alors ça aussi c'est... Comme les bonnes nouvelles arrivent toujours ensemble. Il y a tout qui s'enchaîne, il y a tout qui succède, effectivement. Alors c'est 500 mètres carrés. 500, oui, exactement. 500 mètres carrés. Il s'avère que comme ce terrain était en friche depuis 23 ans, on peut démarrer en bio directement. Ce qui était très sympathique, c'est le fait de l'avoir dans le cœur de Nice. Quand on s'est renseigné auprès d'EcoCert, ça posait aucun problème. C'est pas une question de localisation, mais une question de terrain. Il y a toutes les essences azuréennes sur ce terrain. Il y a un olivier, un figuier, un oranger, un palmier, des asperges sauvages. Il y a un figuier, il y a des gros pieds de romarin. Donc on a en fait un peu toute la Provence réunie sur un terrain au cœur de Nice. Donc ça c'était fabuleux. Terrain arrosé par une source. Ça y est, on est bio, c'est certifié. Et en plus, ça va me permettre de produire pour le restaurant d'une part toutes les herbes et certains légumes qu'on ne va pas forcément trouver à la commercialisation. Pour rester bien dans le côté bio, je mets en place ce terrain avec un ami producteur local qui est bien connu de la région, qui est Pierre Magnani, qui fait de grosses diversités de légumes en bio. Et puis on va faire aussi, on a beaucoup de demandes sur la presse étrangère, donc on va faire, je pense, des déjeuners. Donc là, ça va être Love Cooking directement dans le jardin. On cuisinera, on fera déguster aux gens sur place. Ils arracheront les légumes et on fera goûter directement pour voir le produit. Lieu idéal pour le Love Cooking, finalement. Oui, tout à fait, oui. Puis en plus, c'est un lieu qui reprend en fait toutes les valeurs de notre enfance, puisqu'on est tous les deux issus du centre de la France, donc les produits du terroir qu'on peut mettre en valeur, plein de choses. Donc très agréable, un lieu magnifique pour cuisiner. C'est dans le quartier de Riquet, hein, je crois. Quartier Saroc. Saroc, pardon. Saroc, oui, c'est pas du tout pareil. Je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur Riquet. Alors, vous l'avez dit, c'est un jardin qui aura aussi vocation de fournir le restaurant. Tout à fait. Alors, on ne pourra pas fournir tout le restaurant, bien évidemment, parce qu'au quotidien, on passe beaucoup de fruits, de légumes et d'herbes fraîches, mais on va produire le maximum pour le restaurant. Tout ce qu'on pourra sortir pour le restaurant, ce sera nos cultures, nos fruits, nos légumes, bio, et au moins on va pouvoir semer, planter ce que nous on a envie de travailler. Comment vous l'avez déniché finalement ce terrain? Parce que ça paraît assez incroyable de pouvoir obtenir 500 mètres carrés en plein cœur de Nice. Ce terrain on aurait pu l'avoir bien avant, mais parce que j'ai des associés aussi, des partenaires, et il s'avère qu'en discutant comme ça, il y a un de mes associés qui me dit qu'il a tenant à une de ses maisons, il a un terrain qui est en friche, qui ne sert pas, et est-ce que tu n'as pas envie d'en faire quelque chose? Et moi ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, j'avais envie de faire ma propre production, mais je ne pensais pas que j'allais trouver un terrain dans le cœur de Nice, il allait falloir s'extérioriser un petit peu. On a un métier assez prenant, il y a Love Cooking, il y a, on en a déjà parlé précédemment, il y a aussi les top brûlés, voilà, donc il y a déjà beaucoup de choses. Donc ce qui a été l'opportunité, c'est d'avoir le terrain au cœur de Nice qui m'a permis de concrétiser en fait cette envie qui était là depuis quelques temps. Il sera prêt dans combien de temps un peu? Là, on a déjà commencé à mettre en culture. Donc il y a déjà plein de sortes de basilic de plantés. Il y a déjà la courgette niçoise, il y a la courge musquée. On a déjà lancé une partie du terrain. Voilà, ça avance toutes les semaines. Oui, et puis donc très prochainement, les premiers légumes à consommer. On va bientôt pouvoir déguster, voir la qualité de nos produits. Alors Noël, avant de terminer ensemble cette émission, enfin cette partie d'émission, vous partez au Japon avec David? Oui, j'accompagne David. Alors un mot. J'imagine que c'est une fierté pour vous de voir à la fois votre compagnon récompensé, enfin pas récompensé, mais honoré, en tout cas invité dans une cérémonie comme celle-là. Et puis j'imagine qu'on doit être fier aussi de soi, c'est-à-dire que le travail finit par payer. Ah bien sûr, moi je crois aux vertus du travail et c'est vrai que je crois aussi beaucoup en David et c'est un grand honneur parce que parti d'où on est partis tous les deux, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il arrive tout ça
et c'est magnifique, c'est une belle aventure et on va faire honneur à la France là-bas. Et peut-être que vous inviterez le chef du Ritz-Carlton très prochainement à Nice, s'il a envie de venir. De toute manière, il est originaire de Nice. Oui, voilà, il a sa famille, sa maman qui habite à Nice. Donc il va venir cuisiner. Donc je pense qu'on va ranger quelque chose. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On va vous laisser décoller donc vers le Japon, vers Osaka. Il y a combien d'heures de vol là? Une bonne dizaine, non? Oui, il y a 12 heures de vol. 12 heures de vol. Et ben bon courage. Vous pouvez retrouver en attendant toutes les informations sur le restaurant Aphrodite sur son site internet, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran.